Avez-vous déjà eu la perception que quelqu'un pouvait voir droit à travers vous? Non pas d'une manière qui vous effrayait, mais d'une manière qui réveillait quelque chose que vous pensiez disparu. Comme si soudain, sans avertissement, vous n'étiez plus seulement un bruit de fond dans votre propre existence. Je ne suis pas allée chercher cela. Je ne me suis pas levée un matin en décidant d'avoir envie de ce à quoi je n'avais aucun droit d'aspirer. Je n'ai pas demandé à mon cœur de se pencher dans la mauvaise direction. La vie ne vous consulte pas d'abord. Elle ne demande pas est-ce que cela vous convient? Elle se glisse simplement en silence, lentement, presque poliment, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que le sol sous vous n'est plus le même endroit que celui où vous aviez commencé. Pour moi, cela a commencé par un regard. Juste un. Inoffensif, si vous aviez demandé à n'importe qui d'autre dans la pièce. Quelques secondes, peut-être. Mais ces quelques secondes sont restées suspendues dans l'air un peu trop longtemps. Et le pire, je ne me suis pas détournée. Je l'ai laissé rester là. Je l'ai laissé atterrir. Lorsque vous avez passé des années à vous sentir comme du papier peint, toujours là, rarement remarqué, être vu ressemble moins à de la tentation qu'à de l'oxygène. Mon mari ne m'avait pas vraiment perçu depuis ce qui semblait une éternité. Pas d'une manière qui disait « Je te veux ». Pas d'une manière qui disait « Je te vois ». Je me souviens de toi. Il saluait les enfants chaque soir. Il tapait leur front, rentrait leur couverture, puis s'écroulait au lit à côté de moi. Me tournait le dos, appareil à la main, la tête dans un autre monde. Il s'endormait vite. Je restais allongée à fixer l'obscurité, me demandant quand exactement j'avais disparu du champ de vision, quand j'étais devenue une partie du mobilier au lieu d'être sa partenaire. Alors, quand quelqu'un d'autre m'a finalement regardée comme si j'existais encore, comme plus qu'une mère, plus qu'un emploi du temps, plus qu'une liste de tâches, je n'ai pas repoussé ce moment. Je l'ai laissé respirer. Au début, il n'a rien dit. Pas de grands discours, pas de flirt évident, mais le silence peut en dire plus que les mots quand on sait écouter. La façon dont ses yeux s'attardaient quand je changeais de coiffure. La façon dont il remarquait quand je mettais une robe différente. La façon dont son expression s'adoucissait quand je riais trop fort de quelque chose de stupide. Il voyait les petites choses, et je le voyais les voir. C'est là que cela a vraiment commencé. Pas avec des doigts qui se frôlaient, pas avec des bouches qui se joignaient, juste cette prise de conscience tranquille et douloureuse que quelqu'un faisait attention aux parties de moi qui, je le pensais, s'étaient estompées il y a des années. Je me disais que ce n'était rien. Je me disais, je suis juste flattée. Je suis affamée d'attention, c'est tout. Je me promis que je ne franchirais jamais, jamais une ligne. Mais certaines lignes ne se brisent même pas avec un son dramatique. Elles s'estompent, elles pâlissent, elles se brouillent jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vraiment dire où finit la sécurité et où commence le danger. Il n'a jamais tendu la main vers moi. Il n'a jamais demandé à me saluer. Il a seulement demandé, sans vraiment demander, la permission de me voir, d'observer la façon dont je bougeais, la façon dont je souriais, la façon dont j'essayais d'avaler ma propre tristesse sans faire de bruit. Et ce qui m'a ouverte en grand, c'est la réalisation que je voulais cela. Je voulais être regardée non pas comme un objet, non pas comme un fantasme, mais comme une personne qui comptait. On dit que les désirs les plus puissants sont ceux que l'on ne prononce jamais à voix haute. Le mien a commencé en silence. Le sien a commencé par un seul regard soutenu. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. J'ai joué mon rôle. L'épouse polie, l'amie loyale, la femme qui rit une seconde trop tard pour que personne ne suspecte qu'elle essaie secrètement de ne rien ressentir du tout. Mais au fond, je voulais exactement ce qu'il offrait. Pas une personne pressée contre ma pensée, mais des yeux qui refusaient de se détourner. La curiosité s'est transformée en anticipation. Et l'anticipation s'est transformée en cet effilochage lent et constant que je pensais pouvoir gérer. Je me répétais sans cesse « J'ai le contrôle. Je sais où sont les limites. » Mais le contrôle est une drôle de chose. On pense l'avoir jusqu'à ce moment où l'on réalise soudain qu'il a glissé il y a 3 instants et que vous ne l'avez même pas vu partir. C'est ainsi que je me retrouve ici à vous raconter ceci. Non parce que je cherche le pardon,
Non parce que j'ai besoin d'excuses, mais parce que les histoires comme celle-ci ne sont généralement pas racontées à voix haute. Elles vivent dans les coins tranquilles des lits conjugaux. Elles vivent dans des maisons où personne ne se dispute, mais où personne ne parle vraiment non plus. Elles vivent dans des cœurs qui semblent parfaitement bien de l'extérieur et meurent de faim à l'intérieur. Alors, si quelque chose dans ce que j'ai dit vous semble inconfortablement familier, euh, si une petite voix à l'intérieur chuchote, je connais cette sensation. Alors restez ici avec moi un moment, parce que ce n'est pas juste une histoire dramatique. C'est un souvenir que je n'aurais jamais pensé partager avec qui que ce soit. J'ai la trentaine, 2 enfants, une maison qui n'est jamais tout à fait propre ni tout à fait en désordre. Une existence qui semble correcte sur le papier. Un cœur qui fonctionne à moitié batterie depuis des années. Mon mari et moi étions différents. Il avait l'habitude de me serrer comme si j'étais la seule chose stable dans sa vie. Il avait l'habitude de m'appeler son calme dans la tempête. Il me textait pendant la journée juste pour dire quelque chose de stupide, juste pour me faire sourire. Maintenant, maintenant, il fait défiler. Il fait défiler et fait défiler. Appareil dans une main, silence dans l'autre. Nous partageons un nom de famille. Nous partageons une hypothèque. Nous partageons un lit. Mais parfois, il semble que nous ne sommes que 2 locataires qui partagent un l'espace et essaient de ne pas trop se heurter. Je demande comment s'est passée sa journée. Il hausse les épaules, dit « occupé ». Je demande s'il va bien. Il dit « oui ». Il me demande si nous manquons de dentifrice ou si j'ai payé la facture d'Internet. C'est le plus profond que cela aille ces jours-ci. Superficie, fonctionnelle, efficace. Je me répétais sans cesse « c'est normal. Les gens changent, la passion s'estompe, les enfants sont épuisants, la vie devient bruyante. C'est ce que devient le mariage. » Mais sous toute cette dissimulation, quelque chose en moi avait faim. Non pas de drame, non pas de la personne que je suis devenue. Épuisée, pratique, à moitié présente, mais de la fille que j'étais, avant que les responsabilités ne se superposent sur ma peau, de la personne que je veux encore être. Il est important que vous compreniez ceci. Cela n'a pas commencé par une décision imprudente ou une tentation folle. Cela a commencé avec 2 personnes qui se demandaient tranquillement ce que cela pourrait être de se sentir désiré à nouveau. Il y a eu une réunion de week-end peu de temps après cela. Rien de dramatique, juste des voisins, quelques amis proches, des enfants courant dans le jardin avec des mains collantes et des cris qui rendaient tout le pâté de maison vivant. J'ai enfilé une robe ample, les cheveux attachés, sans maquillage, confortable, anonyme. Le genre de tenue que l'on porte quand la priorité n'est pas de se démarquer, mais juste de survivre à la journée. Quand il est entré portant un sac de collation et un sourire aisé. Ses yeux ont glissé sur le chaos et ont atterri droit sur moi, et quelque chose dans son regard a brillé juste une fraction de seconde, comme s'il voyait plus que ma chemise tachée et mon visage nu. Tout au long de l'après-midi, il a aidé au barbecue, à faire rire les enfants, à tirer des histoires de personnes qui restaient habituellement silencieuses. Il était chaleureux, détendu, mettant tout le monde à l'aise. Et j'essayais constamment de me convaincre que j'imaginais tout. La façon dont ses yeux restaient sur moi une demi-seconde de trop. La façon dont sa voix baissait un peu, adoucie autour de mon nom. La façon dont il commentait des choses que mon mari avait cessé de remarquer il y a longtemps. Combien de fois je me frottais la nuque quand j'étais fatiguée. Comment je passais d'un pied à l'autre quand je me sentais ignorée. Alors que le soleil commençait à fondre à l'horizon et que les gens partaient par petites vagues, j'ai commencé à empiler les assiettes, à ramasser les tasses. Les enfants ont bâillé en rentrant. Mon mari a disparu dans le salon avec une seule phrase concernant la vérification de quelque chose. Je savais déjà que je ne verrais plus son visage avant l'heure du coucher. Et puis, il n'y avait plus que moi et l'ami dans la cuisine. Il a proposé d'aider à nettoyer. Il l'a dit avec désinvolture, comme il le faisait toujours, comme si ce n'était rien. « Je reste un peu », a dit il. « Tu as l'air épuisé. Laisse-moi aider. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû faire la chose polie, la chose sûre. Sourire à lui dire que j'avais la situation sous contrôle. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête. Nous nous sommes déplacés l'un autour de l'autre dans ce rythme tranquille. Assiettes qui s'entrechoquaient, lave-vaisselle qui fredonnait, le son faible de la télévision à 2 pièces de là, tout ce qui n'était pas dit planait entre nous comme de la vapeur.
Il se tenait assez près pour que je puisse percevoir la présence de son corps. Même si nous n'étions pas en contact, pas même un frôlement accidentel, j'ai laissé tomber une cuillère. Nous avons tous deux tendu la main vers elle en même temps, doigts presque joints. Presque. Quand nous nous sommes redressés, nos yeux se sont rencontrés. Il n'a dit pas un seul mot. Il n'en avait pas besoin. Et ce regard était une question que j'avais eu trop peur de me poser à voix haute. Tu le sens aussi, n'est-ce pas? Mon cœur a bégayé. J'ai détourné le regard, je me suis tournée vers l'évier, j'ai ouvert l'eau. Mes mains tremblaient tandis que je rinçais une autre assiette, faisant semblant que tout était normal, faisant semblant de ne pas comprendre. Il est resté à proximité, essuyant les miettes du comptoir, demandant des nouvelles de l'école de ma fille, complimentant la nourriture, faisant de la petite conversation ordinaire avec un ton qui était tout sauf ordinaire. Cela donnait l'impression qu'il cherchait une porte secrète et se demandait si j'allais le laisser l'ouvrir. Lorsque j'ai posé la dernière assiette sur l'égouttoir, je pouvais sentir ses yeux sur mon dos. Je me suis retournée et c'était là. Ce même silence chargé, pas maladroit, pas forcé, juste lourd, vivant. Ma poitrine semblait trop petite pour mon battement de cœur. Ma gorge était serrée. Non pas par peur, mais par la pression de me tenir en place. Je me disais, ce n'est rien, il est juste gentil. Tu es juste fatigué. Tu interprètes trop. Mais je savais mieux que ça. Quelque chose avait changé. Et même si nous n'en parlions jamais, même si nous n'agissions jamais en conséquence, nous savions tous les deux. Il a souhaité bonne nuit doucement. Il n'a pas cherché ma main. Il ne s'est pas penché plus près. Il m'a juste regardé une fois de plus et est parti. J'ai fermé la porte derrière lui et j'ai gardé ma main sur la poignée, comme si le bois entre nous pouvait soudainement se dissoudre et que je devrais décider à nouveau de le laisser entrer ou non. Cette nuit-là, je me suis glissée au lit à côté de mon mari. Il n'a rien dit de plus qu'un demi-murmure de bonne nuit. Il ne s'est pas tourné vers moi. Il n'a pas remarqué la façon dont ma respiration était trop rapide pour quelqu'un qui était resté immobile. J'ai fixé le plafond dans le noir, rejouant chaque seconde, le regard, la distance qui ne semblait pas être une distance, une étincelle que j'essayais si fort de nier. J'ai su à cet instant exact que quelque chose à l'intérieur de moi avait franchi une ligne, même si mon corps n'avait pas bougé d'un pouce. Le sommeil n'est jamais vraiment venu. Lorsque le matin est arrivé lentement, mon corps était lourd d'épuisement. Mais mon esprit était trop alerte, rempli d'un bruit que je ne pouvais pas couper. J'ai pris une douche plus longue que nécessaire, regardant l'eau couler sur ma peau comme si elle pouvait rincer la tension enroulée en dessous. J'ai capté mon propre reflet et je l'ai juste fixé. Pour la première fois depuis longtemps, je voulais me sentir jolie, vivante, quelque chose d'autre que fatiguée. J'ai atteint le fond de mon placard et j'ai sorti une robe que je n'avais pas portée depuis des années. Elle n'était pas révélatrice. Elle n'était pas dramatique. C'était juste moi, l'ancienne moi, celle qui se souciait de ce à quoi elle ressemblait pour elle-même, pas seulement par souci pratique. Je l'ai mise, je me suis brossé les cheveux correctement, j'ai mis un peu de couleur sur mes lèvres. Rien d'intense, juste assez pour avoir l'impression d'avoir essayé. Je suis entrée dans la cuisine, nerveuse et pleine d'espoir d'une manière qui me faisait sentir ridicule. Mon mari était assis à table, courbé sur son appareil, une main tournant distraitement autour de sa tasse de café. « Bonjour », a murmuré il, levant à peine les yeux. J'ai attendu. J'ai plané près du comptoir, faisant semblant d'essuyer une miette qui n'était pas là, suppliant silencieusement une petite réaction. Un deuxième regard, un compliment, un sourire, n'importe quoi. Rien n'est venu. Il a fini son café, mis la tasse dans l'évier, attrapé ses clés et est sorti par la porte avec un rapide « Je serai en retard. Réunion ». Je suis restée là dans ma jolie robe et mes lèvres pleines d'espoir, me sentant comme si quelqu'un m'avait mise en sourdine. Puis, mon appareil a vibré. C'était un message de lui. L'ami. « Tu étais belle hier. » Il disait « J'espère que tu le sais. » Cette stupide petite phrase m'a volé l'air des poumons. Non pas à cause du mot « ben mais parce que quelqu'un avait remarqué, quelqu'un faisait attention. Même quand la personne qui avait promis de le faire ne le faisait plus. Cela a été le premier craquement de tonnerre avant que tout à l'intérieur de moi ne se transforme en tempête. J'ai commencé à faire des efforts à nouveau, mais ce n'était pas pour mon mari.
J'essayais de me convaincre que ça l'était. Je me disais, peut-être qu'il remarquera enfin. Peut-être que cela le ramènera vers moi. Mais au fond, je savais qui j'espérais vraiment verrait. Je me surprenais à vaporiser du parfum avant un barbecue, à lisser mes cheveux avant de répondre à la porte, à choisir des vêtements qui me faisaient sentir intéressante, pas seulement pratique. Et chaque fois, je chuchotais le même mensonge. C'est inoffensif. L'attention ne compte pas comme quelque chose. Tu ne fais rien de mal. Tu veux juste te sentir femme à nouveau. Il y avait une partie de moi qui voulait toujours que mon mari se réveille pour voir ce qui se passait, pour dire « Hey, qui t'arrive? » Peut-être que s'il l'avait fait, j'aurais pu freiner brusquement et dire « Tu vois, ce n'était qu'un appel à ton attention. Je peux arrêter maintenant. J'avais juste besoin que tu me regardes. » Mais il ne l'a pas fait. Il remarquait quand nous n'avions plus de beurre de cacahuète. Il remarquait quand la poubelle n'était pas sortie. Il remarquait la facture d'électricité et le paiement de la voiture et la télécommande cassée. Il ne me remarquait pas. Et plus je me sentais invisible à côté de mon mari, plus je me sentais vivante chaque fois que cet ami entrait dans une pièce. Pourtant, ce n'était pas physique. Pas encore. Mais j'ai commencé à désirer les petites choses plus que je n'avais jamais désiré quelque chose de grand. Le son de son cou à la porte, la façon dont sa voix sonnait quand il disait mon nom, la légère courbe de son sourire quand nos yeux se rencontraient à travers la pelouse. Je riais plus quand il était là. Je me tenais un peu plus droite, ma main dérivait vers ma clavicule quand je parlais, comme si j'étais soudainement consciente de mon propre corps à nouveau. Et chaque fois que je le surprenais à me regarder avec cette intensité tranquille, une partie de moi brûlait de honte parce que je savais exactement ce que je faisais. J'étais en train de construire tout un monde secret dans ma poitrine. Un monde où il me voyait, où je me sentais désirée, où j'avais le droit d'être plus que maman et épouse et gestionnaire de maison. Mon mari ne vivait pas dans ce monde. Il ne savait même pas qu'il existait. Mais tant que rien de physique n'arrivait, je me disais que j'étais toujours du bon côté de tout. Toujours une bonne personne, toujours fidèle, toujours en sécurité. C'est l'histoire que nous aimons nous répéter, n'est-ce pas? Que cela ne compte que lorsque les corps se touchent, que tout ce qui se passe dans votre imagination n'a pas d'importance. Mais ce n'est pas vrai. La ligne avait déjà été franchie, juste pas là où quelqu'un d'autre pouvait la voir. C'était mon idée. La soirée cinéma. Faisons une soirée douillette à la maison. J'ai envoyé un message à quelques personnes. Film pour enfants, collation, rien d'extravagant. Et Lafittle a été le seul à répondre. Ça a l'air bien. J'apporte le popcorn, a écrit il. Je me disais que ce n'était pas grave. Mon mari serait là. Les enfants seraient là. Lumières éteintes, film en marche. Pas de place pour quelque chose de trop fort. Quand il est arrivé, l'air dans la pièce a changé d'une manière que j'ai fait semblant de ne pas remarquer. Il a remis les collations, a plaisanté avec les enfants, a salué mon mari. Tout semblait normal de l'extérieur. Les enfants ont choisi quelque chose d'animé et de stupide. Nous avons tamisé les lumières. Tout le monde a trouvé une place. Mon mari a pris le fauteuil, éclairé uniquement par la lueur de son appareil et de la télévision. Il regardait à peine le film. Son pouce n'arrêtait jamais de bouger. Je me suis assise à une extrémité du canapé. L'ami s'est assis à l'autre. Les enfants se sont installés entre nous, tous genoux et coudes, et excitation passant le bol de popcorn d'avant en arrière. En surface, ce n'était qu'une soirée familiale ordinaire. En dessous, on aurait dit que le sol était incliné. Je ne pouvais pas me concentrer sur le film. Je savais qu'il était là, trop conscient. Pas parce que nous étions en contact, nous ne l'étions pas. Il y avait un coussin, un enfant, toute une rangée d'espace entre nous. Mais sa présence remplissait chaque espace de mon attention. À un moment donné, les enfants se sont penchés en avant, riant de quelque chose à l'écran. C'est à ce moment-là qu'il m'a regardé. Juste un regard, juste une seconde. Mais on aurait dit que le temps s'était arrêté. Ma poitrine s'est resserrée. Je me suis forcée à détourner le regard la première, terrifiée que si je ne le faisais pas, je pourrais ne jamais regarder ailleurs. Finalement, le film s'est terminé. Les enfants se sont affaissés contre le canapé, somnolents et lourds, sentant le beurre et le sucre et l'enfance. Mon mari s'est levé, a murmuré quelque chose à propos d'un email qu'il devait envoyer et a glissé hors de la pièce sans souhaiter bonne nuit à aucun de nous. Le générique a défilé.
La pièce s'est estompée dans ce silence doux de fin de soirée. Et soudain, il n'y avait plus que lui et moi, et la respiration douce de deux enfants à moitié endormis. Nous n'avons pas parlé. Nous n'avons pas souri. Nous sommes juste restés assis là dans le noir, écoutant le léger sifflement de la télévision alors qu'elle passait de l'écran de veille au silence. Ma main a effleuré la couverture sur mes genoux, et je l'ai serrée fort comme si c'était la seule chose qui me rattachait au bon côté d'une décision. À l'intérieur, tout en moi était une tempête. Envie, peur, confusion, éveil. Il a été le premier à rompre le silence. Sa voix était basse, presque avalée par l'obscurité. Je ne regardais pas le film, a chuchoté il. J'ai figé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Mon silence était ma propre confession. Je me suis levée trop rapidement, rassemblant les bols et les tasses, me cachant derrière le mouvement. Les enfants se sont dirigés vers leur chambre, se frottant les yeux. Il m'a suivi à la cuisine comme il le faisait toujours après les réunions. Mais rien ne semblait plus routinier. Il s'est appuyé contre le comptoir, me regardant rincer un bol, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui me faisait sentir la peau trop serrée. Il n'a pas tendu la main, n'a pas avancé, n'a rien dit d'autre. Il m'a juste regardé d'une manière qui disait chaque mot que nous n'osions pas prononcer à voix haute. Scott. J'aurais dû lui dire de partir. J'aurais dû tracer une ligne avec ma voix, pas seulement dans mon esprit, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'en ce moment étouffé, quelque chose est passé entre nous. Ce n'était pas un contact. Ce n'était pas un salut. Ce n'était pas une promesse. C'était un accord. Le genre non dit. Nous savions tous les deux que ce n'était pas à sens unique. Que quoi que fût cette chose chargée et fragile, ce n'était pas seulement mon imagination. Il est parti quelques minutes plus tard. Pas de revoir prolongé. Pas de sortie dramatique. La maison est restée la même, mais pas moi. J'ai verrouillé la porte d'entrée derrière lui, les doigts s'attardant sur le métal froid. Et cette fois, je savais exactement pourquoi. Parce que je n'étais pas sûre de me faire confiance s'il frappait à nouveau. Au fond, sous la peur et la honte, il y avait cette petite partie tremblante de moi qui espérait qu'il le ferait. Il était tard cette nuit-là quand la maison s'est finalement tue. Les enfants dormaient, mon mari ronflait doucement, un bras jeté sur son côté du lit comme une barrière que je n'osais pas franchir. Je ne pouvais pas dormir. Je suis retournée dans la cuisine pieds nus, tenant une tasse de thé que je ne voulais pas vraiment. L'horloge fredonnait sur le mur. Le réfrigérateur cliquetait en s'allumant et s'éteignant. Le genre de silence qui vous fait croire que même vos pensées sont trop bruyantes. Puis est arrivé un coup, doux, trois légers tapotements. Hésitant, mon cœur a sauté dans ma gorge. Je savais qui c'était avant d'ouvrir la porte. Il se tenait là sur le porche, les mains dans les poches, les épaules tendues, les yeux incertains. La lumière du porche sculptait des ombres sous ses yeux. Le faisait paraître fatigué et plus jeune en même temps. Nous n'avons pas fait semblant que c'était anodin. Nous n'avons pas inventé d'excuses concernant l'oubli de quelque chose ou le besoin de poser une question rapide. Je me suis juste écartée. Il est entré. Nous nous sommes dirigés vers la table de la cuisine comme si c'était le seul endroit assez grand pour tout ce que nous ne disions pas. Il s'est assis. Je suis restée debout une seconde, puis j'ai sombré dans la chaise en face de lui. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était plein, trop plein. Il a regardé ses mains pendant un long moment, puis finalement, il a parlé. « Tu n'as pas été heureuse? » a dit-il. Non pas comme une question, mais comme un fait. J'ai fixé mon vernis à ongles écaillés, la petite déchirure à l'ourlet de mon pyjama, l'anneau de café pâle sur la table de ce matin-là. Je suis juste fatiguée, ai-je dit. Les mots sont sortis petits, cassants. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Puis, après une longue pause, sa voix apaisée est tombée à un murmure que je n'ai presque pas entendu. « Je ne veux rien faire, » a dit-il doucement. « Je veux juste le voir. » J'ai levé les yeux lentement, confuse et terrifiée. « Voir quoi? » ai-je demandé. Il a rencontré mes yeux sans broncher. « Toi, » a dit-il, « tel que tu es vraiment, sans te cacher, sans faire semblant que tout va bien tout le temps. » Il ne l'a pas dit comme un homme cherchant à séduire une femme mariée. Il ne l'a pas dit comme un fantasme. Il l'a dit comme une prière,
Et quelque chose à l'intérieur de moi s'est fissuré si fort que je l'ai presque entendu, car personne n'avait demandé cela depuis des années. Pas «tu as l'air bien», pas «tu es désirable», pas «je veux ton corps», juste «je veux te voir», la vraie toi, celle qui se trouve sous toutes les couches de devoir et d'épuisement. Je me suis sentie mise à nu, sans qu'il ne me touche même, comme si quelqu'un avait retiré la couche extérieure que je montrais au monde et regardait droit la femme fatiguée en dessous, celle qui pleurait sous la douche et s'essuyait les yeux avant que quiconque ne puisse voir. Tu ne devrais pas dire de telles choses, ai-je chuchoté. Je sais, a répliqué il, mais ne pas les dire ne les a pas faites disparaître. Nous sommes restés assis là, nos mains posées sur les côtés opposés de la table. Pas de mains tendues, pas de mouvement de doigts sous la table, pas de salut volé. Mais ce que nous nous sommes donné à cet instant était quelque chose de pire qu'une erreur physique. Nous nous sommes donné la permission de reconnaître ce que nous ressentions, la permission d'arrêter de faire semblant que non. Et cela, juste cela, était la véritable trahison. Parce que lorsque quelqu'un vous voit vraiment, vous ne pouvez plus vous serrer dans l'invisibilité sans que quelque chose se déchire à l'intérieur de vous. Le lendemain matin, je me suis déplacée dans la maison comme si j'essayais de ne pas perturber l'air. J'ai versé les céréales. J'ai préparé les déjeuners. J'ai plié le linge dont je jure ne pas me souvenir d'avoir lavé. J'ai vérifié les devoirs et signé les formulaires de permission. Je ne me suis pas regardée dans le miroir. J'ai évité mes propres yeux comme si j'étais une étrangère que je n'étais pas prête à rencontrer encore. Je ne lui ai pas envoyé de message. Il ne m'a pas envoyé de message. Lorsque nous nous sommes croisés plus tard cette semaine-là sur le parking de l'école, nous avons échangé des hochements de tête polis. Juste deux adultes familiers s'assurant que les enfants ne couraient pas dans la circulation. Rien de plus. Il a cessé de passer à la maison, a cessé d'apporter des tomates supplémentaires de son jardin, a cessé de s'attarder près du portail quand mon mari n'était pas à la maison. Il n'a pas disparu de manière dramatique. Il s'est juste estompé comme une chanson le fait lorsque quelqu'un baisse lentement le volume. Mais il a laissé quelque chose derrière. Une ombre, une empreinte, une version fantôme d'une vie que je n'ai jamais vraiment vécue, mais que j'ai failli goûter au point de ne pas pouvoir oublier ce que cela aurait pu être. Mon mariage n'a pas explosé. Il n'y a eu ni cri, ni porte claquée, ni valise devant la porte d'entrée. De l'extérieur, tout semblait intact. Le dîner avait toujours lieu. Les factures étaient toujours payées. Les enfants faisaient toujours des bricolages faits à table et se disputaient pour savoir qui aurait la plus grande part de gâteau. Mais quelque chose en moi s'était fissuré en plein milieu, et le fait que personne ne l'ait remarqué faisait plus mal que toute autre chose. Non pas le désir, non pas le quasi-trahison, la réalité que je m'écroulais tranquillement au milieu de ma propre existence. Et personne n'a pensé à demander pourquoi mon sourire semblait maintenu avec du ruban adhésif. Mon mari n'est pas devenu soudainement quelqu'un d'autre. Il est resté lui-même, distant mais fiable, présent mais détaché.